Fab Lab du Campus du Lac. Alors Fab Lab du Campus du Lac est un lieu en fait d'échange entre les gens au travers des outils numériques. Et l'idée ici, c'est vraiment de partager des moments intenses avec tous les élèves des différentes filières qui puissent se rencontrer autrement que dans leur classe et s'ouvrir à l'extérieur, puisqu'il est ouvert également aux gens, aux petites entreprises, aux gens qui veulent nous voir. Alors au Fab Lab, vous pourrez trouver des machines pour faire l'impression 3D, pour faire des vitrophanies, une découpeuse vinyle, du grand format avec du traceur, de faire des stickers, c'est de faire des mugs ou des t-shirts. On peut faire plein. On va la retrouver. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre patience. Désolé. Quand on fait quelques présentations dans la même journée, dans différentes parties de la ville, dans différentes parties de la France, ça arrive qu'on a des soucis. Oui, quel hôtel vous connaissez? J'ai pas entendu? Ah oui, c'est vrai, oui. Effectivement. Oui, ok, merci. Oui. Est-ce qu'il est à on? Allô? OK. Donc, effectivement, oui. En fait, est-ce que vous avez déjà vu le film « Maman, j'ai raté l'avion » ? Oui. Ouais, hein? Ça se passe au New York, au Plaza à New York. C'est un hôtel Fairmont. Vous connaissez peut-être même le Château Frontenac, en haut à gauche. C'est l'hôtel le plus photographié dans le monde. Donc, OK, voilà, ça va aller mieux pour derrière également. Donc, dans les autres hôtels mythiques tout près de vous, est-ce qu'il y a des amateurs de Formule 1 dans la salle? Ouais, hein? Fermont-Monaco, le Grand Prix passe à côté de l'hôtel. Pour ceux qui amateurs également, à Bakou, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, les Grandes Flammes, c'est un hôtel Fairmont. On a des hôtels mythiques un petit peu partout dans le monde, que ce soit du côté de l'Amérique du Nord, de l'Asie, un petit peu moins en Europe, mais du moins un petit peu partout. Avant toute chose, je crois que c'est important de nous présenter. Donc, je laisse la parole à ma collègue Annie qui va se présenter et parler un peu de son parcours. Alors, bonjour à tous. Oui, ça marche. Okay. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle Annie Gauthier, je suis directrice talent et culture, alors directrice ressources humaines au Fermont-Tremblant. Fermont-Tremblant est situé à 1h30 de Montréal. Alors, on est situé dans les montagnes des Laurentides. C'est un resort 4 saisons de ski et de plein air en été aussi. Alors, je travaille pour la compagnie depuis 23 ans maintenant. J'ai débuté ma carrière suite à mes études universitaires que j'ai faites à Montréal et 1 an à Toulouse. Ici, je suis venue en échange international. Et suite à mes études, je suis déménagée au Fermont Château-Lac-Louise, qui est dans les Rocheuses du côté de l'Alberta. Et lorsque j'ai travaillé là-bas, je travaillais au niveau de la réception. 1 an plus tard, je suis venue au Fermont-Tremblant pour faire un stage en ressources humaines. Et 22 ans plus tard, je travaille en ressources humaines aujourd'hui. Par contre, mon parcours, j'ai travaillé au niveau opérationnel avant de revenir officiellement du côté des ressources humaines. Alors, j'ai fait un programme de formation en gestion des hôtels Fairmont pendant une période de 1 an, 12 mois, où j'ai touché tous les postes de direction en hébergement et j'ai travaillé sur des projets spéciaux. Suite à ça, je suis devenue directrice adjointe de la réception, poste que j'ai occupé pendant 3 ans.
Alors, vraiment pour bien faire le cycle, bien faire mes apprentissages, faire grandir la réception aussi. Et par la suite, je suis rentrée du côté des ressources humaines en 2004. Poste que j'ai fait tous les postes dans le bureau des ressources humaines et jusqu'à directrice des ressources humaines, poste que j'occupe actuellement. Je suis une passionnée d'hôtellerie, passionnée de plein air. Et puis, je suis contente d'être ici avec vous pour vous présenter nos beaux établissements du côté de la province de Québec. Alors, je te passe la parole, David. De mon côté, j'ai un parcours plutôt en restauration. J'ai été 10 ans en gestion de la restauration à tous différents niveaux, différents types d'établissements. J'ai débuté au Fairmont de Manoir-Richelieu en tant que barman, superviseur des bars, outlet, manager, où est-ce que dans une équipe de 5 gestionnaires, on avait plus de 120 employés à un tout jeune âge, à 22 ans, beaucoup trop tôt dans ma carrière. Par contre, ça m'a permis de grandir à une vitesse très, très, très rapidement. J'ai déménagé par la suite vers l'Ouest canadien, endroit où est-ce que j'ai eu à restructurer un restaurant et le vendre. Donc, à la fin de mon mandat, j'ai perdu mon emploi. J'avais vendu le restaurant. Pour me poursuivre, revenir vers le Québec, faire l'ouverture d'un restaurant, des opérations d'un grand restaurant sur Québec de près de 220 places assises qui faisait 800 couverts par soir, donc 4 services. Avant d'être appelé par Fairmont pour travailler au Château Frontenac, j'ai été gérant du restaurant Le Champlain, qui est le restaurant signature du Château Frontenac, où est-ce que on a gagné le chef de l'année avec Stéphane Moda, prix qui est décerné par les pairs chefs, et avant de m'en aller vers les ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines? La chose que j'appréciais le plus en restauration, c'était vraiment de développer des gens. Prendre un commis, le faire graduer jusqu'à chef de rang, prendre un serveur, une hôtesse, l'emmener à être superviseur. C'était vraiment ma plus grande passion. Et c'est pour ça que j'ai été vers les ressources humaines. Et depuis un petit peu plus d'1 an que je m'occupe de chapeauter le recrutement des 5 hôtels Fairmont au Québec. Vous avez déjà entendu, vous ne comprendrez pas tout ce que je vais dire, on a un accent. On a un certain accent. Vous allez comprendre à peu près 70 % de ce que je vais dire aujourd'hui. Le 30 % supplémentaire, il faut venir le vivre au Québec pour bien le comprendre. C'est bon? Donc, on vous présente la chaîne Fairmont. Alors, du côté de Fairmont, c'est une chaîne qui est américaine du côté de Fairmont et ça a débuté avec Canadien Pacifique du côté du Canada. Alors, pour faire un petit retour en arrière, en 1893, ils étaient en train de construire le chemin de fer qui traversait le Canada. Et lorsqu'ils sont arrivés dans les Rocheuses à Banff, ils ont trouvé le paysage magnifique. C'est les Rocheuses, les pics enneigés, les lacs glaciaires. Et ils ont dit, ce paysage-là est magnifique. Nous aimerions exporter le paysage, mais par contre, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer les touristes. On va construire un hôtel de grande envergure qui s'appelle aujourd'hui le Fairmont Banff Springs. Ça a été le premier établissement de Canadien Pacifique. C'était une compagnie canadienne à la base qui était reliée au chemin de fer canadien aussi qui traverse le Canada. Alors, il y a eu le Banff Springs, le Château Lac-Louise, le Jasper Park Lodge, qui sont des hôtels iconiques aujourd'hui de notre côté. Du côté de Fairmont, du côté des États-Unis, en 1907, il y a le Fairmont San Francisco qui a vu le jour, que vous voyez ici en haut sur l'affiche. Alors, c'est situé sur le mont Nob Hill à San Francisco. Il y a beaucoup de pentes et de dénivelés du côté de San Francisco. Alors, c'est un hôtel qui est iconique où il y a eu plusieurs grandes choses qui se sont passées de ce côté-là. Alors, en 1907, ça a été l'ouverture du Fairmont San Francisco. En 1945, c'est là qu'ils ont fait la signature de l'Acte des Nations unies pour l'ensemble. Et ensuite, plusieurs autres événements se sont passés à travers les années. Et en 1999, il y a eu Canadien Pacifique, qui avait des hôtels partout à travers le Canada, a dit, nous, on aimerait prendre l'expansion à l'international. Comment on peut faire ça, prendre l'expansion à l'international, en achetant une autre compagnie qui a une expertise dans le luxe aussi, qui va nous aider à nous propulser de manière internationale. Alors, Canadien Pacifique a fait l'acquisition des hôtels Fairmont, qui étaient basés aux États-Unis. Par contre, ils ont décidé de reprendre le nom Fairmont
parce qu'ils se disaient, si on veut prendre l'expansion à l'international, à l'extérieur, si on a un nom plus anglophone, ça va passer beaucoup mieux que d'ouvrir un hôtel à Dubaï qui s'appelle Canadien Pacifique. Alors, c'est de là qu'on est devenu Fairmont. Par contre, c'était encore une compagnie qui était canadienne avec le siège social à Toronto. Jusqu'en 2006, où il y a un prince arabe qui avait déjà Raffles et Swiss Hotel. Alors, Prince Al-Walid a dit, moi, j'aimerais acheter la compagnie Fairmont. Alors, il a acheté la compagnie canadienne Fairmont. C'est devenu sa propriété et on est devenu Fairmont Raffles Hotel International. Alors, FRHI, jusqu'en 2016, où le groupe Accor, que vous connaissez très bien ici en France, qui n'était pas vraiment présent du côté de l'Amérique du Nord et qui n'avait pas des hôtels au niveau luxe où est-ce qu'ils voulaient continuer à développer, ont décidé d'acheter la marque FRHI. Alors, on rajoutait à leur portfolio les hôtels Fairmont, les hôtels Raffles et les hôtels Swiss Hotel. Alors, on est passé de 90 hôtels à 5000 quelques, en faisant partie de la grande marque Accor. Alors, on fait toujours partie de la marque Accor aujourd'hui. Par contre, en 2023, Accor a décidé de redonner un petit peu ses lettres de noblesse à l'industrie du luxe. Alors, a décidé que Fairmont, Raffles, Sofitel et Ennismore, Orient Express, allaient avoir leurs propres sièges sociaux. Alors maintenant, on découle directement de Dubaï, nous, au niveau des Fairmont. On a 90 hôtels actuellement et 34 en développement dans les 3 à 5 prochaines années. L'objectif d'Accor, quand ils ont fait l'acquisition, c'était vraiment de prendre l'expertise de luxe puis d'intégrer ça un petit peu dans leur groupe. Alors, c'est ce qu'on a fait les dernières années, mais là, on a décidé de propulser nos hôtels luxe au niveau de l'international. Alors, actuellement, où on se situe au niveau de notre héritage, alors, on était très présent depuis toujours au niveau de la création des Nations unies au Fairmont San Francisco. On a eu le premier fashion show de Christian Dior qui s'est passé au Savoy à Londres. Est-ce que vous connaissez cet établissement? Oui. Ensuite, il y a eu le Black and White Ball qui s'est passé au Plaza aussi avec Frank Sinatra comme guest d'honneur. Il y a eu Apollo 11, alors le retour d'Apollo 11 qui s'est passé au Century Plaza en Californie, du côté de Los Angeles. Et puis, le bed-in de John Lennon et Yoko Ono. Est-ce que vous connaissez John Lennon des Beatles? Oui. Alors, ils ont fait un bed-in. Ça s'est passé au Reine-Élisabeth, qui est un des hôtels qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un hôtel qui est situé à Montréal, au Québec, au Canada. Alors, c'est là que ça s'est passé. Et aujourd'hui, on a encore une suite, John et Yoko Ono. Alors, on va vous la présenter tout à l'heure. Du côté de notre marque, on est vraiment emblématique. Chacun de nos hôtels va être unique. Alors, si vous regardez un Mercure, un Novotel, un Ibis, souvent, à l'extérieur, ça va être quand même similaire. À l'intérieur, la décoration va être quand même similaire. Chez Fairmont, il n'y a rien de pareil. Alors, nos 5 propriétés qu'on vous présente aujourd'hui et toutes les autres propriétés à travers le monde ont un cachet unique, un caractère qui va être authentique à la destination aussi. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire vivre une expérience à notre invité. Alors, à l'extérieur, ça va se marier avec la communauté locale et les environs. Et à l'intérieur, ça va être vraiment de mettre en valeur le patrimoine et la région dans laquelle l'hôtel est situé aussi, puis tout en offrant le luxe aussi en même temps. Alors, on a un héritage d'élégance intemporelle, les architectures aussi qui se démarquent. On est des landmarks qu'on appelle. Alors, on est toujours bien situé dans les villes, le plus haut sur la ville ou le plus haut sur la montagne. On va être des points d'intérêt, des points de photographie, des points de repère aussi de ce côté-là. Alors, l'empreinte actuelle de la marque Fairmont, actuellement, comme je vous ai dit, on a 90 hôtels en Amérique du Nord, 34 qui s'en viennent. Si vous regardez le tableau, on a 20 131 chambres actuellement en Amérique du Nord. Alors, nos hôtels on a beaucoup d'espace en Amérique du Nord. Alors, nos hôtels sont plutôt grands.
Au Québec, nos hôtels varient entre 200 chambres et environ 1000 chambres. Puis au Canada aussi, on monte à du 1500 chambres dans nos établissements. Alors, actuellement, si vous regardez, on est présent du côté de l'Amérique, du côté du Moyen-Orient et du Pacifique, où est-ce qu'il y aura le plus de développement. Les cercles gris, c'est la portion en développement pour les 3 à 5 prochaines années, aussi de ce côté-là. Alors, c'est sûr que beaucoup de développement en Amérique, beaucoup de développement au Moyen-Orient. C'est un peu pour ça que notre siège social est à Dubaï actuellement, où on a déjà des propriétés de luxe et qu'on veut continuer le développement du côté de ce marché-là. Alors, rapidement, à venir, en Amérique, on a plusieurs hôtels qui s'en viennent. Du côté de là, puis au niveau de l'Amérique, on parle de Californie, on parle de New Orleans, en Louisiane, Orlando qui est en Floride, Phoenix, La Paz, c'est correct, et San Diego. Ensuite, il y a l'Europe, il y a le Moyen-Orient et il y a l'Afrique. Ensuite, au niveau de l'Inde et de plusieurs autres pays où il y a des développements. Tu peux juste avancer? Je suis rendue. Alors, comme j'ai dit, l'Inde, l'Asie, la Chine et l'Australie qui se rajoutent. Alors, des belles propriétés. Certaines vont être des nouvelles constructions et d'autres, ce qu'on appelle des rebranding. Alors, c'est un changement de marque. On prend des hôtels qui sont existants. Habituellement, on les ferme, on les rénove au complet et on les réouvre sous la bannière Fermont et on y apporte notre culture du service dans ces établissements-là. Notre mission, transformer de simples moments en souvenirs inoubliables. Alors ça, c'est notre mission journalière, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec nos invités. C'est important pour nous de s'assurer qu'on offre un service qui va être authentique, qu'on va générer une émotion, qu'on va utiliser notre intelligence émotionnelle pour pouvoir interagir avec l'invité puis faire une différence. Je suis capable de faire des standards. Vous êtes tous capables de remplir les standards qu'ils nous demandent quand on rentre dans un poste au niveau de l'hôtellerie. Par contre, c'est d'amener ce service-là beaucoup plus loin, de le personnaliser, de composer des expériences qui vont être sur mesure. Ça va être de se dépasser. Si on veut rester dans le milieu du luxe, il faut absolument qu'on puisse pousser puis aller plus loin du côté de notre innovation et notre créativité avec notre service à la clientèle, tout en restant authentique de notre personne et de notre destination. Alors ensuite, si on regarde au niveau de la marque, du côté de Accor, alors vous connaissez déjà très bien Accor. Fermont est peut-être nouveau pour la majorité d'entre vous. Alors vous voyez où est-ce qu'on se situe. Il y a plus de 40 marques chez Accor. Et c'est qui nos compétiteurs principaux? Pouvez-vous nous nommer peut-être des compétiteurs de Fermont? Avez-vous une idée? Oui. Four Seasons, excellent. Oui. Hilton. Hilton, mais Hilton le plus haut de Hilton. Doubletree, tout ça, c'est pas la même gamme. Ça va être du économique. Le Ritz, exactement. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on soit entre le Ritz et le Four Seasons. Alors, comment tu dis ça, David? On veut le raffinement? Exactement. Alors, c'est vraiment là qu'on veut se situer. Et si on veut rester présent et garder notre part de marché, c'est là qu'il faut qu'on innove au niveau du luxe et c'est là qu'il faut qu'on soit de plus en plus créatif parce que les attentes des invités font juste augmenter aussi. Ensuite, au niveau de nos hôtels, je continue? Je suis partie. Non, vas-y. Donc, je reprends la relève. C'est ma section, elle me vole ma section, là. Donc, en fait, pour ceux qui sont déjà venus au Québec ou ceux qui ont expérimenté le Canada, les espaces sont plutôt grands, comme que Annie a mentionné. Donc, souvent, entre nos hôtels, exemple de l'Amalbaie dans Charlevoix, à aller à Montebello, il faut compter 6 heures de voiture. Donc, il y a quand même une certaine distance. Et entre les 6 heures de voiture, vous allez rencontrer 3 villes principales. Québec, Trois-Rivières, Montréal. Donc, le reste, ça va être surtout des petits villages ou des très petites villes. Donc, on a une certaine distance naturelle entre nos destinations. Je vais revenir à la carte du Québec, à nos établissements. Par contre, comme vous pouvez voir, ils sont également situés tout près d'un cours d'eau, qui est le fleuve Saint-Laurent. Bien évidemment,
comme en Europe, comme tout pays qui se développe, il va se développer autour d'un cours d'eau. Nos hôtels n'en font pas de différence, ils sont développés au long de ce cours d'eau-là, en partant de la Malbaie, en allant un petit peu plus loin vers Montréal. Au niveau de notre marque, qu'est-ce qui est intéressant? On a beaucoup de programmes de développement à l'interne. Que ce soit un programme Inspire, qui est un programme de développement, où est-ce qu'on a surtout un nouveau master qui vont se développer en fast tracking, qu'on appelle. Donc, c'est un programme 12 à 18 mois en management, où est-ce que les gens vont faire 6 mois dans 3 départements différents ou 6 mois de concentration dans un département, 18 mois, excusez-moi, dans le même département où est-ce qu'ils vont se perfectionner. C'est un super beau programme Inspire qui est disponible dans la plupart des hôtels Accor dans le monde. Par contre, on va également faire beaucoup de programmes de développement à l'interne, des programmes maison. Quand on regarde l'ancienneté, en général, les gens sont dans nos hôtels depuis 12 ans en moyenne. C'est la moyenne qu'on va avoir. On pensez-y. Des équipes de travail que ça fait 12 ans qui sont dans la même bâtisse, des équipes souvent qui ont fait plusieurs postes, qui ont évolué soit latéralement, soit verticalement. C'est des gens qui vont grandir, qu'on va développer. Donc souvent, on va avoir des programmes de développement avec ces gens-là. Le but, c'est qu'ils restent longtemps avec nous puis qu'ils évoluent. Annie l'a dit, elle a touché à plusieurs départements. Ça fait 23 ans qu'elle est là. Moi, j'ai touché à déjà 6 départements chez Fermont en deux passages, mais au total sur 10 ans. Donc, on peut vraiment évoluer de façon latérale et verticale. Voilà pour les programmes de développement. Donc, venir au Québec, travailler au Québec, c'est pas juste des clichés. Là, on va régler une chose. Cœur de pirate n'est pas française, elle est québécoise. Pour ceux qui ne le savaient pas. Mais vivre au Québec, c'est autre chose. Là. On n'a pas juste du sirop d'érable, on n'a pas juste de la neige. On ne va pas tout manger à cabane à sucre. Donc, c'est autre chose que des clichés. On a quand même certaines différences dans la langue, même si la langue reste le français. On a des expressions qui sont propres à nous. Là, on va faire un petit test d'expression aussi, là, mais une blonde, savez-vous ce que ça veut dire pour nous? Petite copine, un chum, petit copain. C'est bon, ça. On a de l'expérience québécoise. Une valise. Une valise, ça ne sert pas juste à mettre du linge au Québec, mais c'est le coffre. Ah ouais, c'est ça, des vêtements. C'est le coffre arrière d'une voiture. Donc, va mettre la valise dans la valise. Ça, du char. Hein? Bonne chance. Donc, la première fois qu'on vous dit ça, ça se peut que vous fassiez « OK, dans quel pays je suis? » Dans chaque pays que vous allez être emmené à voyager, même dans chaque région, lorsque vous bougez de région dans votre propre pays, il y a toujours un choc culturel, il y a toujours une adaptation à faire. Je donne toujours l'exemple, quand je suis parti je viens d'un petit village de 3000 habitants. Quand je suis parti de mon village pour aller à Toronto, ouais, est-ce que je passais de 3000 habitants à 3 millions et demi d'habitants. La première journée que je suis arrivé, je me suis fait défoncer ma voiture. Ça faisait 5 minutes que j'étais dans la ville. J'ai dit, OK, ça y est, bienvenue en ville. J'avais un choc, même si j'étais au Canada. C'était pas nécessairement... Je n'étais pas habitué d'avoir autant de diversité autour de moi. Je n'étais pas habitué d'avoir autant de culture autour. C'était étourdissant pour moi. Donc, même chose pour vous, même si vous bougez à même votre pays, il va y avoir un certain choc. Même si on parle la même langue, quand que vous venez au Canada, il y a un certain choc aussi. Dans les expressions, je ne les ferai pas toutes, là, mais il fait fret, il fait froid, mais il fait vraiment froid. Donc ça, c'est l'étape au-dessus. C'est bon? Dans les chocs culturels que vous allez trouver, il y a différentes choses, dont au niveau de la hiérarchie au Québec. La hiérarchie est très différente. En France, on va encore avoir une hiérarchie verticale, si on veut dire, mais chez nous, elle est très horizontale. C'est pas rare de voir un directeur général manger à la cafétéria avec ses employés, s'asseoir à la même table qu'un peintre, un plongeur, un serveur, puis pouvoir échanger avec ces gens-là. On a le droit d'avoir une proximité avec les gens du comité exécutif ou les hauts dirigeants de nos sociétés, et c'est bien vu, puis c'est correct. Le vouvoiement au Québec est encore présent, mais disparaît rapidement dans une conversation. Rapidement, on va passer au prénom, rapidement, on va passer au tu, versus, des fois en France, on a des stagiaires qui sont avec nous, ça fait 6 mois, puis sont encore au tu-vous ou au tu des fois sur le bord des lèvres ou au Madame Annie.
Madame Annie au lieu de Madame Gauthier. Donc, on a cette différence-là. Dans les autres chocs que vous pouvez voir ou vivre au Québec, il y a définitivement les grandeurs, on en a parlé, les transports. On n'a pas nécessairement de train qui circulent partout entre nos villes. En France, on est souvent habitué de prendre le train ou le TGV. C'est plutôt facile de voyager entre deux grandes villes. Chez nous, oui, il y a des trains, mais c'est très cher entre deux villes. Et on n'a pas nécessairement beaucoup d'aéroports non plus. Donc, souvent, on prend une voiture, on va louer une voiture, on va covoiturer pour voyager. Aussi, l'aspect nourriture. On est très américanisé. Lorsque vous nous avez abandonnés, les anglophones nous ont repris et ils nous ont américanisés par la suite. Donc, chez nous, les McDo, les Burger King, il y en a partout. Là, je me rends compte qu'ici, il y en a de plus en plus. Là. Mais on n'a pas de flunch là, dans les haltes routières. On n'a pas droit à ça. Également, le pain. Tu sais, ici, le boulanger, c'est un produit vital, de ce que je comprends, ce que je peux voir. Il y en a partout des boulangers, vous êtes vraiment chanceux. Mais chez nous, c'est un produit de luxe. On va chez le boulanger le samedi pour aller chercher un gros pain, 2 chocolatines ou 2 pains au chocolat. J'hésite tout le temps. Chocolatine? OK, il n'y a pas de pain au chocolat ici? À main levée, les pains au chocolat? Oh, à main levée, les chocolatines? Oh, c'est... OK, bonne chance les pains au chocolat. Donc, je me rends compte que dans chaque ville, là, c'est quelque chose de différent. Bref. Plus c'est chocolatine. Donc, on commence à voir la version inversée. Donc, aller au boulanger, c'est le samedi matin, c'est le dimanche, c'est l'heure des jours de repos. On va aller acheter un gros pain, des pains au chocolat, des chocolatines. Ça va nous coûter 15 $. Donc, vous voyez, cette notion est différente. Par contre, c'est un aspect qui est différent. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui arrive de la France chez nous puis qui va aller manger, il va aller chercher son pain au boulanger à chaque jour, ben ça ne fonctionne pas. Là, il y a plein d'autres exemples comme ça. Là. Par contre, il faut s'adapter. On s'adapte comme on s'adapte dans tous les pays, puis ça, c'est important. Dans le choc culturel, je pense que ça fait une petite tournée. Le reste, il faut vraiment venir le vivre. On parlait d'une hôtellerie accueillante. Notre hôtellerie est différente, puis j'ai la chance, dans mon travail, de voyager un petit peu partout au Québec, au Canada, en Europe, mais aussi dans la ville de Montréal, où est-ce qu'on a un Sofitel qui est opéré surtout par des Français, et la direction là-bas provient toute de la France. Et de l'autre côté, j'ai un Fermont à 700 mètres. Donc, deux hôtels que je travaille pour ces 2 hôtels-là. J'ai la chance d'avoir les deux, le Sofitel et le Fermont. Et quand je vais au Sofitel, tout est toujours parfait. J'arrive avec ma voiture, on ouvre la portière de ma voiture, on ouvre le coffre, on va chercher ma valise. Souvent, on a réussi à savoir, à guesser c'était qui arrivait. On ouvre la porte, les fleurs sont bien mises sur la table, toujours des belles fleurs, ça sent bon dans le lobby, les tapis sont propres, sont droits, il n'y a aucun cerne ces tapis. Je m'enregistre au lobby, les standards sont tous respectés. On prend même le temps de sortir dans l'arrière du comptoir, venir m'ouvrir la porte de l'ascenseur, appuyer sur le bouton de l'ascenseur, puis me souhaiter un bon séjour. Quand j'arrive chez Fermont, c'est pas tout le temps comme ça, c'est différent un petit peu. Des fois, je vais arriver dans le lobby, ben là, c'est une gare centrale aussi, puis c'est une gare de train, fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais peut-être même pas voir le bouquet de fleurs, je ne sais même pas y rendu où. Par contre, je vais arriver au front desk, on va dire « Bonjour, M. Dupuis, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre un café sur la route? » Ah, j'ai vu que vous veniez la semaine passée. Quand je vous ai vu les réservations, est-ce que vous aimeriez avoir encore une chambre sur le côté est de l'hôtel, comme vous aimez d'habitude? On va par la suite me poser des questions. On va en apprendre à me connaître. Donc, 2 expériences complètement différentes. 2 expériences dans le luxe, 5 étoiles, mais 2 approches différentes. Une beaucoup plus sur le standard, le process, sur la façon de faire, et l'autre sur le côté humain.
le côté d'aller chercher des informations chez le client pour bien comprendre ses besoins, puis être capable de faire une interaction personnalisée. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Non. Il y en a une pour chaque client. Puis, on est chanceux, on fait partie d'une marque qui ont 40 marques. Donc, on a la chance d'avoir différentes expériences pour tous nos clients. Par contre, vous venez travailler au Québec, c'est surtout dans la deuxième partie que vous allez retrouver. Donc, pour des étudiants qui proviennent de la France, qui sont habitués dans le côté très technique de la chose, que souvent, on vous engage puis vous êtes hyper bon au niveau technique. Vous êtes très, très droit, très technicien, ces principes, les standards, vous allez tous les connaître par cœur. Vous allez être meilleur que la plupart des employés qui sont là depuis longtemps. Par contre, le petit côté, la touche personnalisée, le petit côté un petit peu à la québécoise, chaleureux au travers, bien ça, quand vous le rajoutez à votre bagage, c'est là que vous devenez vraiment des travailleurs exceptionnels. Donc, disons-le. Par la suite, ça fait des hôtels emblématiques. On en a parlé. Chaque hôtel est dans une région. Puis chaque hôtel est le centre vraiment de sa région. Exemple, dans Charlevoix, au Manoir Richelieu, bien, quand on va à la Malbaie, tout le monde va au Manoir Richelieu. Quand on passe à Tremblant, on voit tout le Fermont-Tremblant en haut de sa montagne. À Québec, le Château Frontenac sur le Cap-Diamant, c'est impossible de le manquer. Même chose à Montréal. Donc, on va les découvrir ensemble, ces hôtels-là. On débute avec le Manoir Richelieu. Manoir Richelieu, qui est un hôtel de 405... Non, c'est correct, Annie? Ça va apparaître. Donc, le Manoir Richelieu, qui est un hôtel de 405 chambres, on est dans la région de Charlevoix. La région de Charlevoix, c'est une région qui est vraiment connue pour ses produits locaux, les produits du terroir, les fromages, l'agneau de Charlevoix, ses légumes avec les fermes expérimentales. On va avoir également un complexe avec un casino. Casino pour aller jouer, là, pour gambler. Également, un terrain de golf de 27 trous qui est accrédité par la LPGA. C'est une région qui est très accessible sur le tourisme d'aventure. Donc, on va faire de la randonnée l'été. On va visiter, aller à l'excursion aux baleines. On va faire beaucoup d'activités extérieures. Et l'hiver, ce sera la motoneige, le traîneau à chien, le ski. Donc, c'est vraiment une région très sportive. On a 4 restaurants, 2 bars au Manoir Richelieu. On va avoir beaucoup d'événements, de banquets, de congrès. Dans tous nos hôtels, les événements, les séminaires sont très, très populaires. Ça représente environ 50 % de notre clientèle. Le Manoir est le seul hôtel qui accepte des gens au service à la clientèle qui ne sont pas parfaitement bilingues. Habituellement, on demande un niveau d'anglais supérieur ou bilingue dans la plupart de nos hôtels. Celui-ci, c'est le seul qui va accepter un niveau intermédiaire. Donc, sachez, pour ceux qui ne parlent pas parfaitement anglais, c'est une possibilité. C'est également l'hôtel qui a accueilli le G7. On a des grands événements dans nos hôtels régulièrement. On a accueilli le G7, le fameux l'année de Donald Trump, qui est arrivé en hélicoptère et est reparti quelques minutes après avoir signé un accord quelconque. Donc, ça fut un bref passage. Pourtant, on était prêt pour Donald. Par la suite, on a également des programmes avec les Belugas. Vous voyez un peu la vue avec le golf. Et vous allez retrouver juste en haut là, la grande anneau de glace pour patiner devant le Manoir Richelieu. On poursuit notre périple vers la ville de Québec. À 1h30 de là, c'est la ville de Québec qui est plus ou moins 700 000 personnes. Donc, une ville de moyenne taille, moyenne grande taille pour nous. Désolé, j'avais oublié. C'est pas la même présentation. Donc, on poursuit à Québec. Le Château Frontenac, hôtel le plus photographié dans le monde. On est dans une ville portuaire, une ville qui accueille beaucoup de bateaux de croisière qui vont tous accoster devant le Château Frontenac. On peut accueillir entre 12 et 18 000 visiteurs par jour dans le mois à partir de la fin août au début octobre. Donc, pendant 6 semaines, la ville va vraiment avoir beaucoup de touristes provenant de partout dans le monde. Pour cet hôtel, 610 chambres, on va également avoir un Fermont-Or. Fermont-Or, chez nous, dans certains hôtels, c'est un étage select, c'est un étage exécutif où est-ce que vous allez avoir un service personnalisé, un service de conciergerie dès votre accueil, accès avec un lounge, accès avec un petit déjeuner sur l'étage et un service, je l'ai dit déjà, personnalisé, mais on va aller jusqu'à faire des recherches sur le client avant qu'il arrive, lui essayer de trouver des informations pour planifier comme il faut son séjour.
On a 40 000 pieds d'espace congrès banquet. En mètres carrés, là, je suis un petit peu divisé par 2, 3 points que, 3. Bref, 15 000 pieds, 15 000 mètres. Ouais. Bref, faites la conversion, soit-tu l'air. Je suis désolé, là, à chaque fois que je tombe sur le pied carré, là, mais on a énormément d'espace banquet. Notre salle de bal peut accueillir là, tout près de 650 convives. On a également un espace de banquet, un espace de séminaire à l'extérieur de l'hôtel, pouvant accueillir jusqu'à 2400 également invités. Donc, on est carboneutre également depuis 2020. Donc, la durabilité, Annie elle a passé dessus très rapidement. On a un programme de durabilité durable chez Fermont depuis 1990. On était la première chaîne hôtelière à développer ce programme. Vous allez retrouver beaucoup d'activités en haut de la diapo. C'est l'équipe de l'entretien ménager. Lors de la semaine de l'entretien ménager, on a organisé une fête foraine pour nos employés. Donc, ils pouvaient même lancer le directeur de l'entretien ménager sur une grande bassine avec une balle. Puis s'il y avait le point, bien, le directeur de l'entretien ménager tombait à l'eau. Donc, c'est ce genre d'activité qu'on fait chez nous. Et autres. À l'occasion. On a 3 bars, donc le Champlain qui est restaurant signature, 3 restaurants, excusez-moi, le Champlain, le Dufresne et le Sam. Pour ce qui est du Dufresne, on va servir l'heure du thé à l'anglaise, le classique. On va avoir également un bar, le 1608, qui est le bar mythique de l'hôtel, qui est en haut ici à droite. On poursuit vers le Reine-Élisabeth à Montréal. Sur Montréal, c'est le seul hôtel, malheureusement, qui n'offre pas de stage. Par contre, j'en parle quand même, si jamais vous voulez poursuivre votre carrière de ce côté-là. On est sur notre plus grand hôtel dans la région avec 950 chambres. On va avoir un restaurant, un bar, un marché, un café. Notre bar a fait partie du top 100 mondial et maintenant il fait partie du top 100 Canada. Et on cherche à revenir dans le top 100 mondial. Donc, on est aussi traiteur officiel de la Formule 1, le Grand Prix de Formule 1 de Montréal. On va être traiteur officiel également de la Coupe Rogers au niveau du tennis. Donc, on fait vraiment beaucoup de grandes activités d'envergure dans la ville de Montréal. Voilà. L'hôtel a été fermé en 2017 pour rénovation. Pendant 2 ans, on a rénové complètement l'hôtel pour la réouvrir en 2019, pour mieux la remettre sur pause en 2020 pendant le COVID et la réouvrir en 2022. Donc, c'est un hôtel qui est pratiquement 100% rénové. On a également un étage or dans cet hôtel-ci, avec 120 chambres qui sont reliées à l'étage or. Et on va trouver la fameuse suite de John Lennon et Yoko Ono. Il y en a parmi vous qui étudient en marketing aussi? Ouais. Bon. En marketing, on vous apprend souvent de calculer vos placements publicitaires en nombre d'impressions, en nombre de clics, en nombre de vues. Vous connaissez le film Barbie? Oui, ça vient d'être lancé tout récemment. On a fait une suite, la suite Barbie au Reine-Élisabeth. On a été approché par la compagnie pour faire une promotion conjointe avec eux. On était un peu réticents au début, puisque Barbie, ça passe ou ça passe pas, mais les gens ont souvent déjà une idée de pensée sur Barbie. Et on a donc décoré, fait une suite au complet. Refait les murs, les meubles de A à Z dans un contexte 5 étoiles, comme si c'était la vraie chambre de Barbie dans sa maison de poupée. On a par la suite fait une promotion avec différents forfaits et on a lancé ça au public. En l'espace de 3 jours, on avait eu autant de clics et d'impressions sur les posts que si on avait fait un investissement de 2,5 millions en clics. Donc, quand on vous apprend en marketing, oui, de faire des bons placements, c'est important, mais faire un bon coup de pub, un bon placement publicitaire, ça nous a énormément rapporté ce coût-là juste en placement. C'est pas quelque chose qui nous a coûté cher. Hein. On parle de même pas 100 000 d'investissement pour refaire la chambre et tout mettre en place. Donc, pour avoir un retour sur investissement de 2,5 millions. Donc, moi, c'est, je pense, le plus gros coût de pub que j'ai vu depuis plus longtemps. Je me suis aussi qu'il semble apprécier. On va même vous chercher à l'aéroport en Rolls-Royce rose avec un chauffeur qui est habillé en rose. À la Ken, on fait l'heure du thé avec également un serveur à la Ken. Donc, voilà.
Je te laisse présenter ton hôtel, Annie. Alors, Fermont-Tremblant, 312 chambres, situé sur un site de villégiature 4 saisons. C'est un village piétonnier, un peu comme vous allez peut-être en retrouver dans certaines montagnes de Savoie et des Alpes. Alors, on est situé directement sur les pistes de ski. C'est une montagne de ski qui a 102 pistes de ski et 4 versants. Alors, c'est de calibre international. On reçoit beaucoup de clientèle internationale, surtout des États-Unis. Alors, les gens de New York, de Boston vont monter à Tremblant pendant la saison hivernale pour venir skier. C'est 5-6 heures de route, 7 heures maximum pour eux. Alors, les familles montent pendant les spring break, pendant le temps de Noël aussi. Alors, on a une belle clientèle qui provient du côté de la côte est des États-Unis. On a 22 salles de banquet. Alors, on a un mix de corpos à 50 %. Alors, des conventions, des séminaires, on a dit que ça s'appelait, oui. Et 50 % qui est de clientèle individuelle ou de groupe ou de tours organisés aussi dans notre année. Alors, ça nous aide au point de vue de votre revenue management. Si vous bâtissez des budgets, quand on a une base de 50 % groupe, après ça, on rajoute les individuels à travers tout ça, ça nous fait une belle occupation dans nos hôtels et ça balance les activités opérationnelles aussi. Nous avons 2 restaurants. Alors, on a le restaurant Comptoir qui est cuisine italienne. On a un restaurant Chou Gras qui est de la bistronomie, qui est notre restaurant signature, alors qui accueille la clientèle locale autant que la clientèle de l'hôtel. Et puis, on a un bar Axe avec service de mixologie. On est très fort, comme David a mentionné, au Frontenac, à Montréal, à Tremblant. On est axé sur la mixologie, sur la création de cocktails sur mesure pour le client et pas seulement la carte qui est préétablie au niveau des cocktails. Ensuite, on a service aux chambres, on a un petit café Ricochet et on a des terrasses extérieures, que ce soit l'été, on a une terrasse estivale et l'hiver, on a une terrasse après-ski. Alors, directement sur la piste de ski, un peu comme vous retrouvez dans les Alpes. Le soir, vous finissez votre journée en après-midi, vous arrêtez, il y a un DJ, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a des gondoles Veuve Clicquot. Alors, le champagne coule à flot. C'est très agréable et après ça, c'est pas trop loin pour retourner à votre chambre ou aller souper pour le reste de la soirée aussi. Alors, c'est vraiment un resort 4 saisons. On est situé sur le bord du lac Tremblant qui a 11 km de long. Il y a 4 golfs aussi très proches de l'hôtel. Alors, les gens viennent faire de la villégiature l'été, que ce soit des sports nautiques, du golf, du vélo de route, du vélo de montagne, du VTT que vous appelez. Ou en hiver, ski, randonnée alpine, raquettes, ski de fond. Alors, on a des très beaux domaines. On est situé du côté du versant nord, dans un parc national aussi. Alors, c'est vraiment le lifestyle villégiature du côté de Tremblant. Alors, vous voyez, en haut, on a un étage Fermont-Art qui ouvre ses portes dans 2 semaines. Alors, on est en pleine rénovation depuis le mois d'avril pour l'étage Fermont-Art, qui est un hôtel dans un hôtel, ainsi que toute la portion complexe aquatique extérieure, thermothérapie, qui est située entre l'hôtel et la piste de ski. Alors, c'est ouvert 365 jours par année. Les invités peuvent être dans la piscine, se prélasser après leur journée, les flocons de neige et la piste de ski qui est à côté. Et l'été, profiter du beau soleil des 4 saisons aussi, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'hôtel. Alors, c'est vraiment des gros highlights pour nos propriétés qui sont situées en resort. Et sur le village piétonnier, il y a environ 80 commerces, 2000 unités d'hébergement à la base de la montagne directement. Alors, on peut y retrouver magasins, restaurants, ainsi que hébergement et autres activités plus ludiques sur la montagne aussi. Et en bas, c'est le Chou Gras. Là, c'est le lounge Fermont-Art. Alors, voici pour le Fermont-Tremblant. Je vous présente la dernière propriété, qui est le Château Montebello. C'est la plus grande structure en bois ronde au monde. Donc, cet hôtel a été construit en 3 mois seulement. Faut penser qu'en 1930, il n'y avait peut-être pas la même pénurie de main-d'œuvre qu'on a présentement. Mais ça a été construit avec des bio de bois qui proviennent de l'Ouest canadien. Donc, à 5000 km de là, on a fait venir les bio de bois pour faire la construction de cette bâtisse.
Donc, c'est le contexte de cette bâtisse-là est quand même assez intéressant. C'est un ancien club privé, un ancien club de chasse, où est-ce que les présidents américains, où est-ce que les grandes familles américaines venaient passer leur été. Chasser, on est sur un terrain de 215 hectares de terrain. Donc, c'est grand la propriété. On va avoir un golf sur place, on a une forêt sur place également, des pistes de VTT, on va avoir des pistes de randonnée. On a 40 activités à faire sur le site pour nos clients. Les collègues peuvent également profiter de ces 40 activités lorsqu'ils travaillent à cet hôtel-là et qui sont logés sur le site. L'hôtel, en fait, pour la construire aussi vite, petite anecdote, le curé à l'époque ne voulait pas qu'on construise le dimanche. Donc, on a pris le curé, on lui a payé un voyage au Vatican pour pouvoir construire 7 jours sur 7. Ouais. On était déjà un petit peu rebelles à l'époque. Donc, voilà. On est sur un hôtel, 205 chambres. 205 chambres. Par contre, on a une marina de 100 places. Donc, on a 100 bateaux qui accostent et qui vont résider tout l'été chez nous. Les clients vont pouvoir profiter de tous les mêmes services que les clients qui ont une chambre à l'hôtel. Donc, c'est comme si on avait un hôtel de 300 chambres en haute saison, donc l'été. Le séjour moyen est d'environ 3 nuits. Donc, souvent, les gens vont venir pour quelques nuits sur place et vont pouvoir profiter des différents services. On va pouvoir personnaliser leur séjour avec nous, puis même créer des liens avec ces clients-là puisqu'ils sont là sur une plus longue durée. Vous avez une question? Ah, je pensais que c'est ça. Oui, merci de nous dire que ça n'existe pas. C'est l'endroit où est-ce qu'on accoste des bateaux? Marina? Ah, OK. C'est peut-être juste mon accent. Non, c'est pas connu. Oui. Ah, OK, OK, OK. OK, donc une marina. C'est bon. Un port. Ouais. Ouais, ouais. OK. Donc, on a 100 bateaux qui sont accostés avec nous. Donc, voilà pour ce qui est de la marina et plusieurs activités à faire. Pour ce qui est en fait, pour ce qui est de l'hôtel, vous voyez la grande cheminée qui se trouve sur votre gauche. Cette cheminée, c'est le centre de l'hôtel. On va avoir 5 branches qui vont partir de cette cheminée. C'est là qu'on va retrouver le bar autour. Donc, les gens vont vraiment être dans une ambiance très relaxe. Souvent, il n'y a pas de décorum beaucoup dans cet hôtel-là. Les gens sont en robe de chambre tout près de la cheminée. Ils vont vraiment être dans un mode de vacances pour décompresser. Donc, c'est pas rare qu'on va avoir des gens qui vont jouer à des jeux sur le bord du feu. C'est très plaisant. On a plusieurs restaurants, 3 restaurants. On a deux restaurants qui sont ouverts seulement l'été, qui sont à l'extérieur. Et on a beaucoup de sports extérieurs, là, comme j'ai déjà dit. Vous voyez un peu la forme de l'hôtel qui ressemble à un flocon de neige. On va avoir la piscine de grandeur olympique également, qui est intérieure, que vous pouvez profiter en tant que collègue aussi. C'est toujours un bel avantage. On poursuit notre... Voilà, oui. Alors, pourquoi choisir Fermont? On vient de vous présenter 5 magnifiques propriétés, mais what's in it for me? Alors, de votre côté, si vous travaillez pour les hôtels Fermont, si vous êtes en stage pour les hôtels Fermont, alors vous avez des rabais dans tous nos établissements Fermont à travers le monde. Et en Amérique du Nord, on a un programme encore plus bonifié au niveau des taux préférentiels lorsqu'on voyage dans nos hôtels et on a 50 % au niveau de nourriture et boissons. Alors, on peut voyager dans nos propriétés à 105 130 150 tout dépendant du temps de l'année et de la disponibilité. Aussi, ça peut monter beaucoup plus haut, mais versus un 800 la nuitée que le client va payer à côté de nous. On ne le dit pas trop fort quand on voyage à ces prix-là. On est privilégiés, alors on en prend soin. Par contre, oui, on s'habitue extrêmement vite de vivre dans ce luxe-là. Et même nos enfants s'habituent très rapidement. Là. Les petites robes de chambre jusqu'aux grands, là, ça reste marqué dans leur mémoire. Lorsqu'ils vont voyager tout seuls, ça va peut-être être une autre réalité de ce côté-là. Alors, tout ce qui est avantage des plans de rabais aussi chez nos fournisseurs locaux pour que vous puissiez découvrir les régions dans lesquelles vous allez travailler
Allez essayer les activités, allez essayer ce qui se passe dans la région, dans les commerces, dans les restaurants aussi. On a des ententes, on travaille tous ensemble, on est dans le milieu touristique. L'idée, c'est de bien vivre dans nos régions, bien profiter de la région et bien pouvoir la revendre, cette région-là. Ça fait partie de notre mission en tant que collègue ambassadeur chez Fermont. Ensuite, au niveau des résidences, alors, on a des résidences dans 3 de nos propriétés qu'on vient de vous présenter. David a mentionné qu'au Reine-Élisabeth, malheureusement, les stages n'étaient pas possibles, puis le logement sur Montréal est un peu plus difficile à trouver aussi temporairement. Du côté de Québec, il n'y a pas de résidence pour les employés qui est fournie. Par contre, vous pouvez trouver une place dans une maison de chambre. Il y a des maisons de chambre où vous pouvez louer une chambre ou un studio sur Québec, meublé, ou bien avec les résidences universitaires aussi. Surtout si vous venez pendant la période estivale, il y a moins d'étudiants sur Québec, alors ils relouent les résidences universitaires à qui bon veut les louer. Même chose un peu du côté de Montréal, il y a quand même cette opportunité-là. Par contre, c'est plus difficile de rentrer au Reine-Élisabeth au niveau des stages. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de stages à offrir de ce côté-là. Au niveau du Manoir Richelieu et de Montebello, c'est des résidences pour les employés qui sont sur leur propriété. Ils ont des grandes propriétés avec des grands terrains, eux. Alors, la propriété est directement les résidences sur la propriété. Alors, vous marchez au travail et toutes nos résidences pour les employés, vous devez co-chambrer. Alors, être 2 par chambre. Et ensuite, vous avez accès, si vous êtes sur la propriété, à la cafétéria de l'hôtel. Et du côté de Tremblant, nous, les résidences ne sont pas sur le centre de villégiature parce que c'est les commerces qui sont à cet endroit-là. Il y a un autobus gratuit avec la ville qui vous amène au centre-ville de Mont-Tremblant qu'on appelle. On est une ville de 10 000 habitants. Il y a une rue principale. Alors, nos maisons sont proches de ces artères-là et proches de l'autobus, proches de tous les services. Et c'est des résidences qui vont accommoder de 3 personnes à 12 personnes, cuisine complète, lave-linge, sèche-linge et Internet aussi, à même la résidence propre à eux. Alors, ils créent un aspect de communauté aussi, étant donné qu'ils résident tous ensemble, les stagiaires. On peut en accueillir environ 50 du côté des résidences là, par propriété, si je ne me trompe pas, là. Alors, une 50aine de lits par propriété pour accueillir les nouveaux employés, les stagiaires. Alors, vous faites des nouveaux amis. Tout le monde arrive de l'extérieur de toute façon. Alors, c'est facile de se créer une belle communauté et de bien profiter pendant notre stage ou notre emploi. Oui? Je vous explique juste après. Ça, je pense que OK. Donc, également, au niveau des stages, ben, c'est quoi avoir un stage, puis c'est quoi les possibilités de stage chez nous? Donc, je vais juste... on va pouvoir... je ne sais pas si c'est possible de remettre la slide là-haut. OK, c'est bon. Donc, 2 possibilités de stage. Un premier stage plus en gestion, donc souvent pour plus la fin de programme et où... ben voilà. Stage en gestion chez nous, ça vraiment... vous n'êtes pas considéré comme... toujours comme dans certains endroits, en shadowing, mais vous êtes vraiment vous êtes impliqué à mettre les mains à la pâte. Moi, j'ai toujours mon stagiaire que j'avais quand j'étais en restauration, après 6 semaines, 8 semaines, il faisait pratiquement les mêmes tâches que moi. C'était ça le but. Le but, c'est de venir en stage, c'est d'apprendre, c'est de mesurer où est-ce qu'on est rendu dans notre processus d'apprentissage. C'est à ça que ça sert au final. Donc, même après 3 mois, souvent, je dis, bon, ben réponds au courriel. J'ouvrais ma session, puis tu es capable de répondre au courriel d'un client qui te demande pour un groupe de 12 personnes. Tu es capable d'envoyer les menus. Donc, je laissais beaucoup de latitude là-dessus. J'ai jamais demandé à un stagiaire d'aller me chercher un café ou d'aller me chercher une feuille d'une imprimante. C'est pas le genre de stage que vous allez avoir chez nous. Au niveau des stages, on a également des stages opérationnels. Un stage opérationnel, chez nous, vous êtes considéré comme un employé. Donc, c'est là la petite particularité. Vous allez être engagé comme si vous étiez un employé dans la compagnie. Vous allez avoir la même horaire que les employés, rémunéré comme un employé. Vous allez avoir les mêmes conditions qu'un employé, puis vous allez prendre un vrai poste. Donc, c'est là peut-être la différence avec des fois. Donc, exemple, quelqu'un qui arrive en stage en cuisine chez nous,
ben, il va rentrer comme commis cuisine, puis il va être dans la brigade de cuisine, va te payer comme les autres cuisiniers, donc va livrer la même chose que les autres. Même chose au niveau de la réception, au niveau du service en restauration. Donc, bien sûr, on va vous mettre dans le restaurant qui va rencontrer les critères où est-ce que vous êtes rendu dans votre parcours. On ne vous lancera pas dans un restaurant qu'on vous demande 7 ans, 8 ans d'expérience avec le diplôme en sommellerie, mais on va vous mettre dans un restaurant où est-ce qu'on sent que vous pouvez être à l'aise. Au niveau des stages opérationnels, je l'ai dit, c'est rémunéré comme un employé. Au niveau des stages en gestion, on a une certaine rémunération, c'est une rémunération au mois. Ça équivaut à ce qu'on appelle, nous, un per diem. Donc, c'est un montant entre 700 et 1000 $, dépendamment de la propriété, par mois, qui couvre vos dépenses. On va payer à ce moment-là également votre hébergement. Donc, c'est vraiment des sous qui sont pour vous, pour vos dépenses quotidiennes, ce qui vous permet de bien vivre quand même dans la région. Oui. Oui, opérationnel, bonne question. Dépendamment des hôtels, parce que chaque hôtel a vraiment une tranche de salaire différente, puisqu'ils sont tous dans des régions différentes où que le coût de la vie n'est pas le même. Par contre, exemple en cuisine, le plus bas, je pense que c'est autour de 20, puis le plus haut à presque 25. Même chose à la réception, c'est entre 20 et 22. Au niveau dollars canadiens par heure. Dollars canadiens par heure en brut, donc il faut enlever un 30 à 35 pour tomber au net. C'est bon? Au niveau de la restauration, c'est des salaires à pourboire. Ouais. Donc, nouveau restauration, pourboire. Notion de pourboire est très payante en Amérique du Nord, surtout avec la clientèle qu'on a dans nos établissements qui sont souvent des Américains qui vont laisser 20-25 de pourboire sur les factures. Donc, c'est très intéressant pour les stages. Une semaine de travail régulière chez nous au Québec est d'environ 40 heures. Par contre, là c'est important, puisque vous êtes considéré comme un employé, vous êtes au même rang, vous avez sur l'horaire, vous êtes dans le même horaire que les employés et vous n'avez pas nécessairement de garantie d'heures. Okay? Donc, si une semaine, l'hôtel est moins occupé, bien, il se peut que cette semaine-là, vous ayez 18 heures. La semaine d'après, on est très, très, très occupé, bien là, vous allez avoir un 40 heures. C'est bon? Donc, cet aspect-là est super important. Je vais poursuivre, puis on va prendre toutes les questions là, par la suite au niveau des permis, au niveau vraiment toutes les questions que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Au niveau des emplois, par la fin de vos études, il y a plusieurs possibilités d'emploi. Chez nous, on cherche souvent des gens pour rentrer sur des niveaux, oui, opérationnels, mais aussi sur des niveaux de gestion, je dirais, entry level, donc superviseur en restauration, superviseur à la gouvernante, à la réception. Donc, c'est souvent des postes qu'on va offrir, qu'on va afficher. C'est pas nécessairement toujours qu'on a des départs, c'est souvent qu'on va avoir des promotions aussi à l'interne, on a des mouvements latéraux. Annie a parlé, on a 34 hôtels qui vont ouvrir dans les prochains mois. Donc, on a beaucoup de transferts qui se font d'un hôtel à l'autre. Puis ça fait en sorte que ça crée des possibilités chez nous. Puis là, ben, au niveau des postes de supervision, souvent, j'ai la chance, en fait, d'interviewer beaucoup de jeunes gestionnaires, des gestionnaires qui se lancent dans le milieu. Et un des constats que je fais, puis j'ai le même constat dans tous les pays que je fais les interviews, au début de votre carrière, souvent, on essaie de toucher à plein de choses, puis on se cherche. On se cherche beaucoup, puis c'est normal. Assurez-vous de faire des cycles. Un cycle, ça peut être un cycle d'1 an, ça peut être un cycle de 2 ans, de 3 ans. Mais faire un cycle, c'est faire au moins les 12 mois du calendrier pour s'assurer de bien comprendre l'entreprise dans laquelle on va œuvrer. Parce que opérer un restaurant en février dans une ville, puis l'opérer en juin, puis l'opérer en novembre, des fois, c'est même pas le même restaurant. C'est pas la même clientèle qui est là, c'est pas le même volume, c'est pas les mêmes produits. Donc, assurez-vous de faire des cycles d'1 an. Parce que quand vous allez arriver en entrevue, moi, je vais vous poser la question, qu'est-ce que tu as accompli? Puis si tu me dis que tu as été 6 mois à un endroit, puis que tu as accompli un sondage d'engagement de tes employés, que tu as augmenté de 12 % je vais me poser des questions. En 6 mois, comment tu as fait pour augmenter ça quand on contrôle 1 à 2 fois par année? Si vous me dites également que vous avez augmenté les budgets de 30 %
qu'est-ce qui se passe. C'est impossible dans 6 mois. Donc, c'est important, ces éléments-là, que lorsque vous arrivez en entrevue, que nous, on essaie de mesurer où est-ce que vous êtes rendu, bien, d'avoir réussi à faire des cycles complets. C'est un petit défi que je vous lance, de faire des cycles complets en début de carrière, si vous êtes capable. Je pourrais parler des cycles un peu plus en détail, si vous voulez, un jour. Comment on obtient un permis de travail? Annie va nous présenter. Ça va sûrement répondre à toutes vos questions. Alors, pour débuter, vous avez besoin d'avoir entre 18 et 35 ans pour pouvoir appliquer sur le programme EIC Canada. Alors, EIC, très important, c'est le ministère de l'Immigration du Canada qui va accepter si oui, vous avez le droit de venir faire un stage au Canada et dans notre établissement aussi. Alors, ce n'est pas nous qui faisons les règles, c'est le gouvernement. Juste pour vous laisser savoir, le gouvernement peut changer des règles aussi en cours de route, surtout au niveau de l'immigration. C'est quelque chose qui bouge énormément rapidement. Par contre, dans les 2-3 dernières années, ça a été quand même plutôt stable du côté des stages coop, des permis jeunes pro et des PVT. C'est 3 choses que je vais vous parler. Mais premièrement, au niveau du stage, vous avez besoin d'avoir 18-35 ans, d'avoir, si vous êtes de nationalité française et que vous avez un passeport français, beaucoup plus facile. Si jamais vous avez un passeport d'une autre nationalité, il y a peut-être une possibilité, il faut aller voir sur le site du gouvernement, ou si vous avez de la double citoyenneté, ça vous donne encore plus de chances parce que vous pouvez appliquer peut-être 2 fois dans votre vie et non juste une fois. Alors, avoir du côté du passeport, le passeport doit être valide quand on commence la démarche et qu'il soit valide pour la durée du stage et 6 mois après le stage parce que entre le Québec et la France, ça vous prend 6 mois de validité de passeport pour pouvoir voyager d'un côté ou de l'autre. Alors, entre le Canada et l'Europe, dans le fond, nos passeports doivent être bons 6 mois et plus. Et à ce que j'ai compris, actuellement, faire vos passeports en France, c'est plutôt long. Alors, je pense que ça prend 2 mois pour obtenir le rendez-vous et ensuite, un autre peut-être 2 mois pour obtenir le passeport, si je comprends bien, là. Peut-être plus, peut-être moins, mais c'est l'information que j'ai eue. C'est long actuellement, alors c'est important. Le processus de stage coop peut prendre un autre 2 mois. Alors, si le passeport n'est pas déjà valide actuellement pour une bonne période de temps, bien, ça risque de causer problème pour votre application au niveau du stage. Ensuite, vous préparez votre application de stage. Pour la préparer, vous avez besoin d'une lettre de votre établissement scolaire qui vous autorise à partir en stage et une convention de stage signée entre l'employeur, l'étudiant et l'école. Alors, il y a les 3 parties qui doivent signer la convention de stage. Les dates de stage de la convention vont être extrêmement importantes parce que votre permis de stage va être émis autour de ces dates-là. Et même s'il vous donne un permis qui est bon 2 mois après la fin de votre convention de stage, puis vous dites, Annie, est-ce que je peux rester 3 semaines de plus après mon stage? Je n'ai pas encore de cours, je suis supposée être en vacances. Malheureusement, le gouvernement ne le permet pas, même si le permis est bon, si la convention de stage est échue, il n'y a plus de lien entre l'école et l'entreprise. Vous ne pouvez pas rester au Québec et continuer à travailler dans nos établissements, malheureusement. Ensuite, vous avez besoin de prendre des assurances médicales de voyage parce que si jamais vous arrivez à destination, vous vous faites une entorse à la cheville. Le régime public du Québec ne va pas vous prendre en charge si vous allez à l'hôpital voir un médecin. Alors, ça vous prend des assurances médicales d'urgence de voyage que vous prenez dans votre pays d'origine qui ne sont pas très chères à la base, mais qui vont vous couvrir pendant toute la durée de votre stage. Et c'est un prérequis du gouvernement canadien aussi avant de pouvoir vous émettre votre permis de travail. Parce que si vous allez voir le médecin, ça se peut que ça vous coûte 1 000 juste pour le consulter pendant 10 minutes, puis un autre 250 pour passer des radios. On parle des dollars canadiens. Alors, de là, l'importance. Le gouvernement vous demande d'avoir 2 500 $ canadiens dans votre compte en banque avant de partir. Si jamais il arrive des pépins à destination, que vous puissiez subvenir à ces pépins-là qui peuvent arriver. Alors, c'est tous des prérequis. Vous devez fournir une preuve d'antécédent judiciaire négatif. Vous avez sur le site La France, vous êtes chanceux, c'est facile. Vous rentrez, je pense, votre nom, votre numéro de sécurité sociale, puis vous
sortent une belle page avec du bleu. Et ça nous dit que vous êtes exempt d'antécédents judiciaires. Vous devez fournir ça. Et dans le processus, ils vont vous faire des empreintes biométriques. Les empreintes biométriques sont faites à Paris ou à Lyon. Alors, il faut calculer ça aussi dans le processus. Le processus de demande de permis de travail ou de stage prend minimum 2 mois quand les bassins sont ouverts. Actuellement, les bassins ne sont pas ouverts. Ils vont réouvrir en 2024. Ils viennent de fermer en début novembre parce qu'il y a des quotas annuellement préétablis par le gouvernement. Alors, je vous invite à aller voir le site EIC Canada pour avoir le plus d'informations et les prérequis aussi. Oui. C'est limite, très limite parce qu'on n'a pas de date d'ouverture des bassins pour le mois de janvier. Alors, si le bassin ouvre le 28 janvier, vous ne serez pas au Canada au mois de mars, là. Malheureusement. Peut-être fin mars, début avril. Mais début mars, il faut compter quand même 6 à 8 semaines. Certains processus vont rapidement, mais c'est parce que la manière que ça fonctionne, vous faites votre inscription dans le bassin quand il est ouvert. Après ça, tous les lundis, il pige. Alors, ça peut être pigé semaine 1, semaine 2, semaine 3. Alors, je l'ai vécu dernièrement. Juste avant que les bassins ferment, on a rentré des gens dans les bassins vite, voir s'ils allaient recevoir leur invitation. Puis là, rendu à la 2e semaine, il va-tu leur recevoir l'invitation semaine 3? Ah oui, c'est bon, je l'ai, Annie, c'est correct, on avance. Alors, c'est sûr qu'il faut regarder, à voir si vos dates sont flexibles aussi, tout dépendant du type de stage que vous avez à faire aussi, puis de nos établissements, quand on est prêt à vous recevoir aussi, de ce côté-là. Oui? Les bassins, c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est des quotas, un vivier. Oui, des quotas, puis il y a un vivier. Dans le fond, vous mettez votre application, puis après ça, eux, ils vous invitent. Et une fois que vous recevez l'invitation, que vous avez été pigé, vous avez 10 jours pour tout fournir les documents et suivre à la lettre ce qu'ils vous demandent, ainsi qu'une note d'emploi. Nous, on doit vous donner un numéro d'offre d'emploi dans ces 10 jours-là aussi, parce qu'on a du travail à faire de notre côté aussi. Il faut qu'on valide une offre sur un portail, qu'on paye les frais pour votre stage. Et ensuite, vous rentrez ces informations-là, ainsi que tout ce que vous allez avoir déjà préparé dans la plateforme. Si ça va bien, une fois que tout est rentré, ils vont l'analyser, ils vont vous donner une réponse. Quand ils vous donnent votre première réponse, ils vous invitent à aller faire vos biométriques. Alors là, on se déplace. Là, vous allez faire vos empreintes biométriques à Paris. Après ça, il y a quelques semaines qui peuvent passer. Et là, ils vont vous dire à un moment donné, oui, c'est beau, tu peux rentrer au Canada. Et quand ils vous donnent votre lettre d'introduction, qu'on appelle, vous prenez l'avion, vous arrivez aux douanes à Montréal ou à Québec, ils vous redirigent vers l'immigration, vous présentez votre dossier et une fois que vous présentez votre dossier, ils vous émettent votre permis de travail. Votre permis de stage coop pour la durée du stage de la convention. Ça fait du sens? 3 minutes, parfait. Oui, je vais prendre les questions dans 1 minute. Je vais juste. Pour les jeunes professionnels, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes prérequis. Par contre, un permis jeune professionnel, vous avez terminé vos études, vous voulez un poste au Québec ou au Canada, c'est 2 ans de permis fermé pour un poste de niveau management ou réception en hôtellerie ou cuisine, si vous avez votre cours de cuisine. C'est les 3 tangentes qu'on peut retrouver de ce côté-là. Et c'est un permis fermé avec un employeur, avec un poste. Vous ne pouvez pas changer d'employeur ni de poste pendant 2 ans. Vous avez le droit d'avoir ça une fois dans votre vie. Un stage coop si vous avez un stage coop, puis après ça, vous pouvez demander un jeune pro ou un PVT. Un PVT, permis vacances-travail, 2 ans, permis ouvert à travers le Canada. N'importe quel employeur, n'importe quel emploi. Par contre, il y a eu 16 % des candidats qui ont été pigés l'année dernière. Très contingenté. Donc, si vous avez une possibilité d'avoir un jeune pro, ça peut être intéressant de le prendre, même si vous êtes gelé avec votre employeur pendant 2 ans, puisque le PVT, bien, on a des
candidatures là, qui se faisaient. Elle l'a appliqué quand elle avait 26 ans, et elle vient de rentrer à 35 chez nous. Ça faisait 9 ans qu'elle attendait. Donc, ça se peut que quand vous avez une offre validée pour un jeune professionnel, ça peut être intéressant. Puis pendant que vous êtes sur votre jeune professionnel, vous pouvez faire vos démarches, exemple de résidence permanente. Puis après 2 ans, bien, si vous avez vos démarches de résidence permanente, bien là, changez d'employeur. Oui, je vais prendre la question juste à l'arrière, puis on a terminé. Oui, oui, OK. Oui. On va prendre les questions à la toute fin. On Okay. va juste montrer comment appliquer, comme je sais qu'il y en a qui doivent peut-être quitter. Puis après ça, on va pouvoir faire toutes les questions des gens, si ça ne vous dérange pas. Tu vois? C'est bon? Pour si jamais vous voulez appliquer, on fonctionne d'une façon un petit peu différente que certains groupes où est-ce qu'ils vous disent allez sur le site web, allez chercher l'information, puis déposer votre candidature en ligne. Nous, on fonctionne par projet. Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est votre projet que vous avez à l'école. Pourquoi, vous êtes à l'école? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? Pourquoi vous voulez venir faire un stage chez nous? Qu'est-ce que ça va vous donner de venir faire un stage chez nous? Est-ce que vous, exemple, vous avez un profil hébergement puis vous voulez venir faire un stage en restauration pour valider si vous avez de l'intérêt ou pas? Est-ce qu'au contraire, vous savez que vous allez faire de la restauration dans votre carrière puis vous voulez venir vivre une expérience dans un autre pays pour peaufiner votre expérience? Donc, on vous invite à écrire directement aux recruteurs. Les recruteurs, ils ont tous leur nom, le poste qu'ils ont, également l'hôtel dans lequel ils travaillent. Et vous pouvez leur écrire directement, leur dire « J'ai rencontré David et Annie à notre campus. J'aimerais déposer ma candidature pour un poste en restauration. Voici mes dates de stage sont du exemple de fin avril à aller à début septembre. J'aimerais avoir un poste dans tel département. » Donc, c'est vraiment la façon que nous, on va fonctionner. Pourquoi un projet? Nous, ça nous permet de valider le sérieux en arrière de votre candidature. Donc, appliquer sur un site en 2 clics, assez facile. Prendre la peine d'écrire à un recruteur, notre motivation pour son poste. Déjà là, on a c'est un certain sérieux qui est démontré. On reçoit plus ou moins 800 applications par année pour une centaine de postes. Donc, on cherche vraiment des gens qui vont être motivés à venir chez nous, qui vont être motivés à venir apprendre. Puis on cherche les bons fits. Nous, c'est important. Si jamais on pense que chez nous, ça ne fonctionnera pas à cause qu'au niveau du climat de travail, vous n'aurez pas de plaisir, bien, ça se peut qu'on ne vous prenne pas juste pour ça. Le but, ce n'est pas pour vous nuire. Au contraire, c'est pour que quand vous arrivez chez nous, que l'environnement soit sain pour vous, que ce soit un environnement qui vous permette de vous développer, puis de notre côté, s'assurer d'avoir des stagiaires qui ont du plaisir à être chez nous puis qui veulent vraiment grandir. Donc, voici la procédure, la marche à suivre. C'est mon cellulaire personnel qui est là, quand je vous parlais de hiérarchie, de proximité qu'on a avec nos collègues. Donc, s'il vous plaît, on a 6 heures de décalage. Appelez-moi pas le matin, parce que moi, c'est la nuit. Ça se peut que je ne réponde pas aussi gentiment que d'habitude. Non, c'est des blagues, mais sérieusement, on a une certaine proximité. Ils sont habitués, ils attendent, les recruteurs, vos candidatures. Donc, je vous invite vraiment à les contacter. Si jamais vous avez des questions, contactez-les quand même. Nous, on est 2 semaines sur la route, donc si vous m'écrivez, c'est un petit peu dur présentement de pouvoir vous réécrire immédiatement, mais ils vont répondre à tout le monde. Il n'y a aucune mauvaise question. Ils seront là vraiment pour vous orienter. Puis si jamais vous voulez appliquer, exemple, dans deux hôtels, bien, écrivez aux 2 recruteurs, là, il n'y a aucun problème. C'est bon? Donc, on est rendu aux périodes de questions. On avait des questions? Oui? Oui? Il va falloir la proposition ou l'offre d'emploi pour déposer votre candidature dans le bassin. D'accord. À part pour le PVT.
Pour le PVT, vous n'aurez pas besoin d'offre d'emploi validée. Pour le PVT, vous allez tout simplement pouvoir déposer votre candidature. Par contre, c'est le programme qui a seulement que 16 % de personnes qui ont été prises l'an dernier. D'accord. Ouais. Avec le PVT, vous avez un temps aussi que vous pouvez pour le confirmer et le débuter. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir et de partir 2 semaines après. Et le PVT, il est limité à combien de temps après le départ? En fait, le PVT, vous avez dans l'année continue. Donc, si, exemple, vous obtenez le permis en mars, vous êtes pigé, bien, vous avez dans l'année pour partir. Comme pour l'Australie. Oui, c'est la Ouais, même chose. même chose. Très bien. Le même permis. Et est-ce qu'il y a une âge limite? 35 ans. C'est 35 ans pour le l'année PVT? de 35 ans. D'accord, Donc, à 35 ans, 362 jours, c'est correct. très bien. Ma candidate avait 35 ans, 327 ou 28 jours lorsqu'elle est partie. J'en suis fier, là, ça a été un projet personnel avec elle. Autre question? Vous pouvez poser des questions vraiment sur tous les sujets. Façon de travailler, rémunération, moi, j'aurais une tout est question, bon. en fait. Allez-y. Par rapport au niveau d'anglais, Oui. est-ce qu'il faut un niveau d'anglais pour partir dans vos établissements? Oui, en fait, tous nos hôtels, que ce soit à Tremblant, à Montebello, au Frontenac, même au Reine-Élisabeth, on demande un niveau d'anglais si vous êtes en contact avec la clientèle, pratiquement bilingue, donc un niveau élevé. La raison, c'est que vos clients vont seulement parler anglais, ou presque, avec un accent, mais un accent qui va provenir de n'importe où dans le monde. Donc, régulièrement, moi, je me donne toujours comme exemple, je suis parti dans l'Ouest canadien à apprendre l'anglais, dans un milieu anglophone, mais j'ai appris plus mon anglais au Château Frontenac, dans mon restaurant, où est-ce que je parlais 100% ou presque anglais. Par contre, entre le personnel, ça va toujours parler en français. Donc en gros, s'il y a un contact avec la clientèle, c'est plutôt, il faut avoir un niveau d'anglais. Et s'il n'y a pas de contact avec la clientèle... C'est correct, on ne va pas demander. Autre question, si je suis cuisinière plutôt, est-ce que ça parle comment en cuisine? Est-ce qu'on parle anglais en cuisine? Est-ce qu'on parle français? On parle français en cuisine. Le seul hôtel qu'ils ont des personnes qui parlent seulement anglais, c'est à Tremblant. Qu'ils ont quelques collègues qui sont unilingues anglais, mais dans le reste des brigades, ça va parler en français. Okay. D'autres questions? Oui. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir... je parle dans le micro. D'avoir une pièce d'identité française, du coup. Mais j'ai un passeport italien. Ouais. Et j'ai des papiers italiens. Ça veut dire que je ne peux pas participer? Pour l'Italie, il y a d'autres, je dirais, programmes. Il y a un programme de PVT en Italie. Mais je ne pourrais pas vous dire si exactement... vous ne pourrez pas participer au stage coop, ça c'est définitif. On n'a pas d'entente Canada-Italie. Par contre, vous pourrez participer, exemple, sur un PVT. Donc, il y a quand même des possibilités. Est-ce que vous avez la nationalité française? Non. OK. Fait que ça, oui, il y aurait d'autres possibilités avec le site web EIC. À ce moment-là, c'est vraiment de voir c'est quoi les possibilités pour vous. Mais il y a des Italiens qui migrent. Fait que oui, il y a des possibilités. Ça veut dire que je ne peux pas le faire avec le campus? À ce moment-là, peut-être que vous pourriez prendre l'Italie s'ils ont le PVT. Vous pourriez utiliser votre PVT, le permis vacances-travail de l'Italie qu'ils vont délivrer. Par contre, d'utiliser le PVT pour ça, pour votre stage, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est juste ça que vous pouvez l'utiliser seulement qu'une fois dans votre vie. Voilà. Plaisir. Autre question? Oui. Ouais, moi, Bonne question. Hein? Et moi, je rebondis sur ce qui est dit, à savoir, est-ce que vous avez des postes dans l'administration, par exemple, Des dans postes la vente? Pour travailler ou au niveau du stage? Les deux. Ouais. Stage et travail.
Donc, manager, oui, au niveau gestion, plus des départements. J'en ai parlé un petit peu, supervision, plus au niveau des opérations. Donc, supervision, réception, supervision au niveau de la gouvernante, au niveau de la restauration. On va avoir des postes. Chez nous, j'en ai parlé un petit peu, il y a beaucoup, beaucoup de promotions à l'interne. OK? Donc, moi, j'arrive des opérations. J'étais 10 ans dans les opérations avant d'avoir un poste à l'administration, aux ressources humaines. Donc, on va beaucoup fonctionner avec ce principe-là. Il faut savoir que le rapport au diplôme en Amérique est différent qu'en France, qu'en Europe, où est-ce que chez nous, on ne m'a jamais demandé d'aller faire une formation supplémentaire en ressources humaines. On croyait en mes compétences, on croyait en ma personnalité, puis on a dit, David, on va te former, on va te montrer le métier de recruteur, puis vas-y, on a confiance en toi. Donc, on a beaucoup, beaucoup de promotions à l'interne comme ça. Donc, dépendamment des postes, oui, il y a des possibilités. Par contre, si vous appliquez sur un poste, exemple, là, je veux dire, en marketing, bien, je vous le dis, en marketing, on a 2 stages par année. Ils sont comblés habituellement 1 an à 2 ans à l'avance. Et je dois avoir, je ne sais pas, 100 candidatures juste pour ces 2 postes-là. Donc, c'est très, très contingenté. Si votre but, c'est de faire, exemple, d'être gérant au niveau des événementiels, au niveau d'organiser des gros événements, des gros banquets, vous dites, moi, David, je veux absolument faire ça. Parfait. Mais chez nous, pour faire ça, on va vous demander d'avoir été au moins maître d'hôtel banquet dans un de nos établissements pour bien comprendre la logistique. Si exemple, on a 22 salles banquets, c'est important de comprendre le fonctionnement, les menus. Est-ce que la cuisine va pouvoir sortir ce que je suis en train de vendre aux clients ou pas? Est-ce que je suis capable d'organiser, de flipper une salle de 600 places assises pour entre un atelier qui finit à 15 heures puis un souper un dîner qui débute à 17 heures? Est-ce que je suis capable de le faire? Donc, on va vous demander d'avoir de l'expérience de plancher pour atteindre des postes de gestion ou de direction. Donc, oui, mais on a il y a beaucoup de possibilités, dépendamment de votre profil et ce que vous voulez faire. C'est pour ça le projet, qu'on fait vraiment du cas par cas. Cette année, on prévoit en prendre tout près de 80. 80-90, si ça va bien. L'an passé, on en avait 150 total. On avait 30 stagiaires locaux, donc qui provenaient du Québec. On avait 120 internationales. Cette année, on a réduit un petit peu. La raison, en fait, est très simple, c'est qu'on prévoyait une occupation supérieure l'an passé dans tous nos établissements, puisque les dernières années avaient été incroyables, donc on prévoyait la même chose. Puis cette année, les touristes locaux, ils ont décidé qu'avec la réouverture des frontières et tout, ils sont tous partis à l'extérieur. Donc, ils sont venus en France, en Europe. Donc, on ne les avait plus chez nous. Donc, on a eu quand même une clientèle qui était différente. Donc, cette année, on est un petit peu plus conservateur. On veut s'assurer que les gens qu'on va avoir en stage vont pouvoir travailler et avoir des bonnes semaines là, chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit. Et on prend des stagiaires à l'année aussi. C'est pas juste pendant la période estivale. C'est important, puis ça se peut que les dates de votre stage ne concordent pas non plus avec les besoins qu'on a selon nos établissements. On ne vous fera pas venir un mois qu'il n'y a pas d'occupation. Ouais. Tu veux une question? Autre. Oui, madame? Concernant la période des stages, c'est vous qui allez les définir ou bien? Habituellement, ça va être votre établissement qui va définir vos périodes de stage. Je ne sais pas si vous avez déjà habituellement, vous avez des stages déjà prévus dans votre programme scolaire. Donc, la convention de stage va être faite selon votre établissement. Je vous dirais que, règle générale, on va prioriser des stages qui vont se terminer le plus tard possible dans la saison. Donc, si, par exemple, vos stages se terminent à début septembre ou même à la mi-septembre, déjà là, vous partez avec un coup d'avance sur des stages qui vont se terminer début août, comme certains établissements. On prend peu ou de moins en moins de stages où est-ce que les stagiaires vont partir, vont nous quitter au début août, puisque nous, le mois d'août est super, super occupé. Donc, on cherche des stages qui vont avoir une durée là, jusqu'à la fin de l'été. Ouais.
Oui, ben, je vais vous parler d'Isabelle Harrington. Isabelle, elle est revenu manager au Reine-Élisabeth, au hôtel de 950 chambres. Elle a, Isabelle, 33 ans maintenant, 32. Elle est début trentaine. Elle a quand même un très, très gros rôle. Chez nous, elle doit gérer, je ne sais pas combien de millions par année, mais c'est un gros rôle. Isabelle, elle a étudié en gestion. Elle a fait un bac par la suite. Nous, le bac est différent que vous. Ça équivaut à un master / licence, là, dépendamment, en administration. Pendant ses études, elle avait étudié en gestion hôtelière. Donc, en gestion hôtelière, elle avait fait l'équivalent du BTS plus. Chez nous, par la suite, elle a fait le bac. Pendant ses études, elle a fait des stages. Par la suite, elle a travaillé avec nous. À la fin de ses études, elle a travaillé comme agent à la réception pour avoir une idée des tâches administratives et des tâches à faire. Lorsqu'elle a gradué, elle a commencé comme superviseur réception. Elle a monté comme directrice adjointe de la réception pendant quand même plusieurs années, avant de commencer à aller faire à quelques jours, semaines du revenu manager. Elle est rentrée assistante revenu manager au Reine-Élisabeth. Puis par la suite, ça fait 2 ans et demi qu'elle est directrice du revenu au Reine-Élisabeth. C'est très, très rare chez nous que vous allez rentrer sur des rôles, exemple, Revenue Manager. C'est très rare que vous allez rentrer. À la comptabilité, vous allez pouvoir rentrer, mais sur un rôle plus de commis, comment tu as dit? Ouais, analyste comptable à Tremblant. Donc, vous allez plus faire de l'entrée de données. Ça va être plus un rôle à ce niveau-là. Là. Sinon, ça va être vraiment à l'interne que vous allez avoir un rôle dans l'hôtel, puis vous allez par la suite faire une latérale, qu'on appelle, vers un département administratif. Dans le rôle de revenu manager, c'est super important de comprendre le cycle de ton hôtel. Tel mois, c'est des tours, tel mois, c'est les bateaux, tel mois, c'est les Asiatiques qui arrivent, tel mois, on a des congrès, des conventions américaines, puis même au-delà de ça, les cycles sur 4 ans, parce que les congrès, les banquets, les grosses compagnies reviennent aux 4 ans dans ta ville. Donc, c'est important de tout comprendre ça. Fait Isabelle, quand elle est arrivée en rôle, ça faisait déjà 8 ans qu'elle travaillait pour nous. Donc, quand elle est arrivée au Revenue Manager, elle savait exactement au front desk à telle période de l'année, elle accueillait tel tour. Fait que pour elle, c'était facile de faire du yield management, de vraiment manager ses prix. Voilà. Plaisir. Autre question? Oui, excusez-moi. Vous parlez des stages, mais si quelqu'un vous envoie une demande en permis jeune travail pour faire 2 ans, vous recrutez aussi comme ça? Oui, définitif. Dépendamment des postes. C'est pas tous les postes sur lesquels on peut faire ce type de permis-là. Il faut des postes, ils appellent ça catégorie 0, 1, 2, 3, 4. Il faut des postes qualifiés qu'on appelle. Dans les postes qui sont considérés qualifiés, poste management, donc superviseur restauration, superviseur réception, également cuisine et réception. Vous, c'était pour quel type de poste? Mais, parce qu'en France, c'est pas pareil, mais quand des jeunes sortent avec des diplômes, ouais. À quel poste, par rapport au diplôme, ils peuvent acquérir? Dépendamment du profil. Vraiment, voilà. Ça va dépendre. Si vous avez un exemple, là, on pourrait tout de suite le regarder. Chez nous, en France, quand vous sortez avec un CAP, vous êtes juste serveur. Ouais. Quand vous sortez avec un BP, vous êtes juste serveur. Ouais. Il n'y a qu'avec un BTS où on peut pouvoir éventuellement sortir d'école, entre guillemets, chez le patron. Ça ressemble beaucoup à ça chez nous aussi. Même un BTS, je vous dirais. Tu sais, moi, je suis sorti avec l'équivalent d'un BTS+, puis je suis commencé barman pendant 1 an. Puis c'est important. Puis je l'ai dit, je commençais trop rapidement. Même avec ça, ça faisait déjà, je travaillais dans les restaurants depuis que j'avais 14 ans. Là. Fait qu'à 14 ans, moi, je faisais déjà commis de salle, la plonge, j'ai fait de la cuisine. Par la suite, j'avais déjà un background. Puis même là, en arrivant à l'hôtel, j'ai commencé barman 1 an, superviseur des bars, puis là, j'ai commencé à monter. Ouais. Mais ça se ressemble beaucoup. Autre question? Autre question? Ça va? Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Si vous avez des questions supplémentaires, on reste devant. On a 7 minutes.
Donc on peut vous libérer et puis ceux qui ont des questions, David et Annie restent là un petit moment pour répondre à vos questions. Merci à vous. J'ai essayé de trouver l'heure. Quand vous avez pu me voir,